Bonjour, je suis Pierre Lemonnery, je suis chirurgien orthopédiste spécialisé dans la chirurgie du coude, j'exerce à Paris. Et dans cette présentation, nous allons aborder le sujet de l'instabilité chronique du coude sportif, qui est un sujet complexe, parce que les instabilités sont souvent intriquées, combinées. Donc pour comprendre les instabilités chroniques de nos sportifs, il faut d'abord comprendre les enjeux biomécaniques de l'instabilité aiguë du coude. Et donc en premier lieu, l'anatomie et le rôle des structures capsulo-ligamentaires du coude. Sur le bord latéral du coude, vous retrouverez donc le ligament collatéral radial latéral, ainsi que le ligament collatéral ulnaire latéral, impliqué dans la fameuse instabilité postéro-latérale rotatoire du coude, le PLRI. Historiquement, le LCUL et le LCRL formaient le complexe ligamentaire collatéral latéral. Mais plus récemment, Adam Watts a ajouté un petit nouveau dans la bande, il s'agit du ligament postéro-latéral. Et puis sur le bord latéral, vous retrouverez également bien sûr le ligament annulaire, dont la tension sera particulièrement appréciée sous arthroscopie chez les patients avec des épicondylites ou des instabilités combinées. Et puis à la face antérieure du coude, vous retrouvez la capsule antérieure, qui est un élément de stabilité majeur dans les contraintes en valgus et en varus. Il y a peu de tissu mou pour stabiliser le coude en varus, et l'implication de la capsule antérieure est absolument majeure. Je ne reviens pas dessus parce que nous sommes d'abord et avant tout sur un sujet d'instabilité chronique, mais sachez que la capsule a un rôle primordial dans la stabilité et surtout dans la stabilité en varus. Sur le bord interne, vous retrouverez le ligament collatéral médial avec son faisceau antérieur, qui est un élément absolument fondamental dans la stabilité du coude en valgus. Et puis vous avez le faisceau postérieur du ligament collatéral médial, qui est également un contributeur très important à la stabilité du coude en valgus, mais sur un coude fléchi. Toutefois, pour comprendre l'instabilité aiguë, à savoir le PLRI aigu, la luxation postérolatéral de coude, la terrible du coude, il faut revenir au point originel, c'est-à-dire au duo Cottrell-Osborne. En 1966, ces derniers ont publié une courte revue de patients avec des luxations de coude. Et ils observent que leur patient tombe sur la main avec un coude en extension semi-complète, ceci occasionnant une compression axiale, une hypersupination et une contrainte en valgus aboutissant à un désengagement de la coronoïde et de la tête radiale. Ce mécanisme lésionnel, ils le nomment PLRI pour instabilité postéro-latérale rotatoire du coude. Et les auteurs identifieront les notches à la face postérieure du capitulum comme une cause d'instabilité persistante. Et elle portera d'ailleurs plus tard le nom de lésion d'Osborne et Cottrell que vous connaissez. Mais ces auteurs ne s'arrêtent pas là parce qu'ils proposent également un traitement du PLRI aigu qui est intéressant puisqu'ils recommandent la suture du complexe ligamentaire collatéral latéral et si ce n'est pas suffisant, alors ces auteurs-là recommandent également la suture du complexe ligamentaire collatéral médial. Donc dès la moitié du XXe siècle, la compréhension de l'instabilité aiguë et l'impact des lésions ligamentaires est déjà très clairement définie. Toutefois, notre compréhension moderne de la stabilité du coude, nous la devons en grande partie à un grand monsieur de la chirurgie du coude qui s'appelle le professeur Moret et à ses travaux biomécaniques, notamment dans les années 80. Et dans un article qui est devenu une référence, il démontre notamment que la rupture du ligament collatéral médial entraîne un effondrement de la stabilité du coude en valgus, alors que la rupture du LCL a un impact négligeable. Moret, mais aussi Hotchkiss, vont identifier les stabilisateurs principaux du coude en valgus et donner au ligament collatéral médial un rôle absolument primordial dans la stabilité. Mais c'est en 92, Codriscoll, donc membre de l'équipe du professeur Moret, propose le cercle d'Orii, avec des lésions qui vont partir du plan ligamentaire collatéral latéral pour aller finir sur le plan ligamentaire interne. Et selon l'équipe d'Odriscoll, les patients qui se luxent chutent sur un coude avec un léger degré de flexion et une hypersupination, occasionnant ainsi une contrainte axiale, une contrainte en valgus et une contrainte rotatoire en hypersupination sur ce coude. L'hypersupination est une contrainte majeure dans la théorie d'Odriscoll car elle justifie des lésions qui démarrent du côté latéral du coude. Et pourtant, 20 ans plus tard, Rio et son équipe va faire une analyse fine IRM de la répartition des lésions au coude après un PLRI aigu. Et sur la base des lésions observées, ils vont montrer que les lésions du ligament collatéral médial causées par un valgus prédominaient largement par rapport aux lésions d'un LCL. Finalement, dans cette théorie de Ryu, la supination y est décrite mais de manière beaucoup plus mineure. Et donc avec Ryu, on peut parler de reverse circle, parce que les lésions vont partir du bord interne avec une lésion du ligament collatéral médial pour finalement atteindre le ligament collatéral ulnaire par un stripping de ce dernier lors du passage de la tête radiale sous le capitulum. À noter toutefois qu'en 2019, donc beaucoup plus récemment, l'équipe de Watts a amendé la théorie de Ryu en proposant ce qu'on a appelé une spirale lésionnelle. Mais cette fois-ci, avec Adam Watts, le patient chute avec un coude quasiment en extension complète, il y a une très légère flexion, qui l'expose à une très forte contrainte en valgus et une contrainte axiale, et une contrainte mineure en hypersupination. Et ceci amènera donc à une rupture première du ligament collatéral médial, puis du ligament collatéral latéral. Il décrit ensuite un mécanisme lésionnel
qui va se poursuivre avec un deuxième cercle concentrique qui va entraîner une rupture des épicondyliens médiaux, puis des épicondyliens latéraux. Pour ma part, c'est cette dernière théorie d'Adam Watt sur laquelle je base mon traitement pour les patients avec une luxation simple ou complexe de coude. Et c'est la raison pour laquelle je fixe très souvent le plan interne des patients avec une luxation de coude, en particulier de mes patients sportifs, pour éviter qu'ils aient derrière une insuffisance chronique du ligament collatéral médial. Et cette suture ligamentaire, qu'elle soit interne ou externe, peut se faire par une voie d'abord mini-invasive d'1 cm, 1 cm et demi, au travers de laquelle on va pouvoir fixer le plan interne, faisceau antérieur, faisceau postérieur, voire même neuraliser le nerf ulnaire, suturer bien sûr le ligament collatéral ulnaire latéral par également une voie d'abord d'1 cm, 1 cm et demi. Ces mini-abords permettent une réhabilitation très précoce et surtout permettent d'être agressifs en fixant tous les plans ligamentaires et en prévenant donc la fameuse instabilité chronique et notamment une instabilité chronique du sportif. Parce que comme vous le savez, lésions engendrées lors de l'instabilité aiguë ou les lésions engendrées lors de micro-traumatismes répétés peuvent donner lieu à une instabilité chronique du coude, en particulier chez les sportifs. Alors la forme la plus classique des instabilités chroniques, c'est le PLRI chronique. Il est souvent lié à la mauvaise prise en charge des lésions qu'on vient de décrire, à savoir les luxations postériolatérales du coude, les terribles du coude, mais elle peut aussi être liée à des micro-traumatismes répétés qui vont causer une insuffisance ligamentaire du LCUL. Ça, on le retrouve particulièrement chez les overhead athlètes professionnels. L'autre cause classique, c'est la iatrogénie, puisque on peut couper le LCUL lors d'arthroscopie, notamment pour des cures d'épicondylite. C'est-à-dire qu'on vient relever le tendon épicondylien latéraux et puis on va aller couper le LCUL de manière iatrogénique, ce qui va engendrer derrière une instabilité postériolatérale rotatoire chronique. Et puis, il y a des mécanismes iatrogéniques indirects, à savoir par exemple l'injection de corticoïdes, puisque l'injection de corticoïdes va diminuer la résistance à la traction du collagène, qui va affecter non seulement le tendon, mais également les structures ligamentaires adjacentes et donc le LCUL. Et puis après, il y a les causes beaucoup plus rares, mais qu'on retrouve quand même dans la population d'athlètes, à savoir donc l'arthropathie inflammatoire et les arthropathies dégénératives, l'arthrose primitive de coude. Et puis il y a un autre grand type d'instabilité qui est l'instabilité médiale du coude, qui va survenir surtout chez les overhead athlètes, à savoir les tennisman ou les sports de lancer comme le baseball. Lors d'un mouvement de lancer, le ligament collatéral médial subit des contraintes en valgus très importantes lors de l'armement tardif et le début de l'accélération. Et vous allez avoir deux types de lésions du ligament collatéral médial. Soit la lésion aiguë, comme on l'a vu, avec une rupture, une avulsion du plan ligamentaire interne au niveau de son insertion humérale, et également les lésions aiguës sur un terrain dégénératif, donc typiquement le sportif, avec une rupture qui va être intraligamentaire, très difficile à mettre en évidence à l'imagerie. Dans les deux cas, il y a une insuffisance du ligament collatéral médial avec une instabilité chronique médiale qui va pouvoir engendrer d'autres lésions, à savoir des tendinopathies des épicondyliens médiaux, des neuropathies du nerf ulnaire, et puis un conflit éventuellement postéromédial avec des ostéophytes à la pointe de l'oreille crâne, des corps intra-articulaires libres, des lésions cartilagineuses. Et donc chez le overhead athlète, ce coude dégénératif va continuer d'être soumis à un valgus excessif et ça va causer un syndrome bien connu qui est Overload Extension Valgus. Attention, il faut noter que l'instabilité médiale chronique est une instabilité et que l'Overload Extension Valgus est un conflit. Donc, la lésion du ligament collatéral médial qui cause l'instabilité médiale chronique peut finir par causer un Overload Extension Valgus, c'est-à-dire un conflit. De la même manière, un conflit type Overload Extension Valgus peut, par les micro-traumatismes répétés en valgus sur un coude dégénératif, entraîner un déficit du ligament collatéral médial et donc une instabilité médiale chronique. L'un peut engendrer l'autre peut engendrer l'un. Ils sont corrélés et c'est souvent en continuité. Ceci illustre donc l'importance d'une évaluation clinique très rigoureuse de nos patients. Et donc, pour les patients atteints d'un PLRI chronique, on retrouve généralement une perte d'amplitude des mouvements du coude, ainsi que des épisodes de blocage articulaire, des ressauts, des douleurs localisées à la face latérale du coude, déclenchées par des activités sportives ou quotidiennes. Il y a une plainte qui est très fréquente, qui est le sentiment d'appréhension, qui est très important lors des activités pivots, comme par exemple se lever d'une chaise ou faire des pompes.
Et dans les cas les plus sévères, bon là c'est beaucoup plus caricatural, mais chez les patients combattants, donc je pense au judoka notamment, au MMA, etc., il y a des épisodes récurrents d'instabilité qui peuvent être décrits par les patients. Parmi les tests, le pivot shift test d'Odriscoll est largement utilisé, c'est celui qui est le plus connu finalement, mais pour moi, bien qu'il représente un très haut niveau de spécificité, sa sensibilité elle est très faible et son interprétation est très difficile. Dans ma pratique, je ne fais absolument jamais ce test. Je le trouve trop laborieux et très peu contributif. Je préfère utiliser un autre test qui est le drawer test, qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus spécifique d'ailleurs, et très facile à réaliser. Les autres tests de provocation, tels que les push-up tests ou le tabletop relocation test, ont montré également des performances excellentes, parfois supérieures dans certaines études au lateral pivot shift test, tout en étant très faciles à exécuter. Concernant les instabilités médiales du coude, il convient au préalable de noter que tous les symptômes médiaux du coude ne doivent pas être systématiquement attribués à une lésion du ligament collatéral médial. Il y a des diagnostics différentiels tels que l'épicondylite médiale ou comme les neuropathies du nerf ulnaire qui peuvent être isolés. Sachez toutefois que lorsqu'il y a une insuffisance du ligament collatéral médial, on retrouve dans 50% des cas une neuropathie du nerf ulnaire. Voilà. Donc chez les patients avec une instabilité médiale chronique du coude, le maître symptôme, c'est quand même la douleur médiale du coude qui s'aggrave à l'effort. Donc les overhead athlètes concernés peuvent également signaler une baisse de performance et en particulier une diminution de la vitesse ou de la précision du geste, de la vélocité finalement du geste. Et plusieurs tests de provocation peuvent être réalisés pour améliorer la précision du diagnostic de dysfonctionnement du ligament collatéral médial. Donc il y a le valgus stress test, le milking et le moving milking test. Le moving milking test a une sensibilité et une spécificité très élevée et c'est celui-là qui a ma préférence. Par ailleurs, vous avez également bien sûr le valgus extension overload test qui doit être systématiquement réalisé lui aussi. Et puis il y a le PLR plica test qui doit également être réalisé pour vérifier la présence d'une plica sur les lésions donc du compartiment externe qui est lié donc à des micro-traumatismes en valgus permanents sur un coude avec une lésion du ligament collatéral médial. Je retrouve très souvent donc un PLR plica test positif chez mes patients avec une instabilité en valgus. Dans les formes chroniques, les symptômes s'installent souvent de manière très insidieuse. Donc les lanceurs décrivant un inconfort préexistant avant l'apparition de la douleur, des amplitudes actives et passives qui peuvent être un petit peu réduites, c'est quelque chose de très classique et qu'il faut aller chercher systématiquement chez nos sportifs. Une limitation de l'extension peut suggérer également la présence de corps étrangers intra-articulaires ou d'ostéophytes postérieurs, comme on l'observe très classiquement donc dans les overload extension valgus. Chez les overhead athlètes. Étant donné que les lanceurs avec un LCM déficient présentent fréquemment des déficits en rotation interne de l'articulation gléno-humérale homolatérale, ainsi qu'une dyskinésie scapulaire, l'articulation sus et sous-jacente au coude doit toujours être examinée. C'est primordial si vous voulez obtenir un résultat rapide et surtout efficace. Côté bilan d'imagerie, nous réaliserons systématiquement des radiographies, notamment en cas de traumatisme aigu ou notion de traumatisme aigu comme antécédent, parce que ça va permettre de retrouver les lésions osseuses, les incongruences articulaires, les calcifications au dépend du ligament collatéral médial, et puis aussi tous les signes indirects d'instabilité médiale chronique, comme par exemple les corps étrangers intra-articulaires, les ostéophytes en pointe de l'écrâne, les lésions ostéochondrales. Par contre, pour ma part, je ne réalise jamais de radiographie en stress. Pour moi, ça n'a pas d'intérêt et je passe à des examens plus complets. À savoir la tomodensitométrie, bien sûr, pour le diagnostic des lésions osseuses, puis l'IRM qui est l'examen de référence pour l'analyse des tissus mous, permettant de détecter les ruptures ligamentaires, les tissus cicatriciels et les lésions ostéochondrales. Elle est particulièrement utile pour identifier les ruptures du ligament collatéral médial, les corps étrangers également radiotransparents et les zones de compression du nerf ulnaire. Toutefois, quand même, il est à noter que l'IRM a une faible sensibilité pour détecter les déchirures partielles du ligament collatéral médial ou du ligament collatéral ulnaire latéral. Mais dans ma pratique, mes méthodes préférées, c'est l'arthro-IRM et l'arthroscanner.
Le signe clé de l'arthro-IRM, évocateur d'une lésion du ligament collatéral médial, c'est le T-sign, donc T, le signe en T, qui correspond à une extravasation du produit de contraste à l'insertion ligamentaire, permettant la détection même des ruptures partielles. Dans ma pratique, il n'y a pas de place pour l'échographie. C'est vrai que c'est facile d'accès, c'est dynamique, on peut nous-mêmes les réaliser, mais sa sensibilité, sa spécificité, elle est médiocre par rapport à celle d'un arthro-IRM. Et pour chaque malade, je réalise également un arthroscanner, en plus de l'arthro-IRM. Parce qu'il faut noter que l'arthroscanner, il a gagné en popularité grâce à sa haute définition, à sa haute sensibilité, sa haute spécificité également pour l'évaluation des corps étrangers, des lésions ostéochondrales et de l'intégrité des tissus mous, à savoir les ligaments, mais aussi la capsule ligamentaire. Et l'arthroscanner peut avoir aussi son intérêt dans les régions où l'IRM est difficile d'accès, ou sinon si l'IRM est non concluante. Et donc une fois que vous avez le bilan lésionnel complet, clinique et imagerie, vous avez votre diagnostic généralement. Et à ce moment-là, il faut proposer le traitement optimal pour nos athlètes. Ce traitement, il est d'autant plus difficile qu'il faut adapter le traitement au calendrier du sportif. Des fois, un traitement à minima fera passer le cap douloureux et permettra au sportif de faire sa compétition. Et des fois, on ne pourra pas éviter une opération plus lourde, et notamment de reconstruction ligamentaire, mais qui imposera un arrêt plus long et un retour à la compétition plus difficile. Il y a de nombreuses stratégies pour le traitement du PLRI qui ont été décrites au fil des années, incluant la réparation, la reconstruction des structures ligamentaires lésées par des techniques ouvertes, mini-invasives ou arthroscopiques. Pour ma part, je promue les techniques mini-invasives ou arthroscopiques. Toutefois, il n'y a aucune thérapeutique qui a fait l'objet d'un consensus pour les patients avec une forte demande fonctionnelle, comme les sportifs. Donc chez les patients avec une forte demande, présentant une instabilité discrète ou de bas grade, une imbrication arthroscopique du complexe ligamentaire latéral peut être bénéfique. À condition donc que les extenseurs soient intacts ou en tout cas très peu atteints, et que cette technique mini-invasive va permettre de retendre efficacement la capsule latérale, l'enconée et le complexe ligamentaire latéral. Ça représente une alternative qui est très intéressante par rapport bien sûr à la reconstruction ouverte chez ces patients. Le taux de stabilité post-opératoire après une imbrication du LCL, elle est comparable à ceux obtenus avec les reconstructions ouvertes chez les patients avec une instabilité de bas grade. Ainsi, une reconstruction ouverte pour un PLRI de bas grade chez les patients de très haut niveau, pour moi, est considérée comme une approche beaucoup trop agressive. Parce que ça peut compromettre la carrière d'un joueur en le retirant pendant de nombreux mois de la compétition et en ne lui garantissant pas un retour au même niveau. Donc pour les patients avec une haute demande et une très faible instabilité postériolatérale rotatoire, l'imbrication arthroscopique du ligament collatéral et latéral est, à mon sens, la meilleure option. Chez les patients présentant des symptômes ou des examens d'imagerie peu concluants, on peut proposer également une évaluation arthroscopique dynamique sous stress qui peut aider à confirmer une instabilité qui est quand même subtile et difficile à mettre en évidence. L'arthroscopie va permettre également une évaluation en temps réel de l'instabilité du coude avant et après retention tissulaire via l'imbrication. Mais surtout pour moi, elle va offrir également l'avantage de traiter les lésions intra-articulaires associées au cours du même geste opératoire. Je la trouve donc particulièrement intéressante pour réaliser des gestes de débridement radiocapitulaire et surtout d'aller chever cette plica radiocapitulaire qui fait si mal à nos patients, tout en associant en plus un geste de stabilisation capsulaire ou capsulo-ligamentaire. Mais pour les patients qui ont une forme très symptomatique de PLRI, il y a souvent des lésions tendineuses associées aux lésions ligamentaires et en plus des lésions du LCUL, il y a souvent une lésion du LCRL chez ces patients avec une forme symptomatique. Donc pour les patients avec une forte demande et qui présentent une instabilité qui est symptomatique, bien qu'elle soit de bas grade, à ce moment-là, on peut proposer une plicature arthroscopique du complexe ligamentaire collatéral latéral qui a été décrite par Savoie et qui va adresser à la fois les lésions tendineuses et ligamentaires. C'est une technique arthroscopique. On parle beaucoup d'arthroscopie, ça peut très bien se faire par voie mini-invasive également, avec d'excellents résultats. Il y a des PLRI de haut grade qui sont souvent associés à des ruptures tendineuses. À ce moment-là, la reconstruction du LCL avec un greffon tendineux est recommandé. Alors, il n'y a aucun greffon qui a montré sa supériorité par rapport aux autres. Pour ma part, j'utilise systématiquement le Gracis pour la reconstruction du LCL et puis le semi-tendineux pour la reconstruction du
MCL. Pourquoi ? Parce qu'ils sont constants dans leur diamètre, constants dans leur longueur, et je peux les prélever par voie mini-invasive. Je promeus une reconstruction mini-invasive avec 2 abords de 2 cm, parce que je considère, dans mon expérience personnelle en tout cas, que les patients récupèrent bien plus vite lorsqu'on est mini-invasif. Et en cas de lésion intra-articulaire avec une plica, je réalise un débridement arthroscopique qui permet donc d'aller, en plus de ça, libérer la plica, la réséquer, et reconstruire le plan ligamentaire. Donc les études par contre de suivi à long terme montrent que les coudes instables, reconstruits à ciel ouvert bien sûr, évoluent rarement vers une arthrose secondaire, que les taux de stabilité post-opératoire dépassent les 90% dans les grandes séries avec un recul prolongé, et que le taux de complications, bien que élevé à 17%, n'entame pas forcément le taux de reprise du sport au même niveau, puisque le taux de reprise du sport au niveau antérieur, il est de 83%. Donc si vous reconstruisez un ligament chez un sportif, vous allez le retirer longtemps de la compétition, mais vous pouvez lui quand même lui affirmer qu'il va pouvoir reprendre cette compétition avec 83% de chance de le reprendre avec le même niveau. Dans mon expérience, il faut essayer quand même de retarder au maximum ce geste de reconstruction ligamentaire chez les sportifs de haut niveau. Il faut le faire si on n'a pas le choix. Et il faut préférer les réparations simples, mini-invasives, avec une encre dans un premier temps, de la kinésithérapie, du renforcement musculaire, et ne réaliser cette reconstruction du LCL qu'en fin de carrière, ou si il y a des épisodes d'instabilité aiguë majeure qui là expose le patient carrément à des luxations de coude. Et là, bien sûr, faut reconstruire les plans ligamentaires, mais si vous pouvez éviter de reconstruire les plans ligamentaires au prime de la carrière d'un athlète, c'est quand même préférable. Pour ce qui est de l'instabilité médiale de coude, des approches à la fois conservatrices et chirurgicales ont été proposées, y compris chez les athlètes avec un haut niveau d'exigence fonctionnelle. Alors le traitement conservateur, il repose généralement sur l'arrêt du sport, le port d'une orthèse et le renforcement musculaire, notamment du fléchisseur ulnaire du carpe, pendant 3 à 6 mois, associés ou non à des injections de corticoïdes ou de PRP. Cependant, les résultats sont souvent décevants chez les patients à forte demande. Dans l'étude de Rettig, seuls 42% des overhead athlètes traités conservativement ont pu reprendre leur niveau antérieur de jeu. En raison de ce faible taux de retour au sport, le traitement chirurgical est devenu l'option à privilégier chez les athlètes compétitifs avec une instabilité médiale. Et la réparation du ligament collatéral médial est possible chez les patients soigneusement sélectionnés en fonction de la qualité du moignon ligamentaire. Si les résultats étaient autrefois décevants chez les professionnels, les techniques récentes de réparation avec renfort par un internal brace ont montré des taux de retour au sport plus rapides et très satisfaisants. Les résultats de la reconstruction ouverte du ligament collatéral médial chez les athlètes d'élite restent bons. Les données les plus récentes indiquent que les lanceurs professionnels ayant subi une reconstruction primaire du ligament collatéral médial présentent des taux de retour au sport de 80 à 97%, avec un retour au même niveau de performance dans 67 à 87% des cas. Le taux de complications post-opératoires, par contre, est faible dans ce cas-là, et les complications les plus fréquentes sont les neuropathies du nerf ulnaire, parfois nécessitant d'ailleurs une réintervention avec neurolyse transposition, mais avec des résultats qui sont satisfaisants. Le taux de re-rupture du greffon, il est très bas puisqu'on n'est qu'à 2%, même chez les athlètes de haut niveau. Pour ma part, je saute généralement cette partie de la reconstruction ligamentaire avec internal brace pour passer à la dernière partie qui est la reconstruction du ligament collatéral médial. Cette reconstruction, elle doit être idéalement programmée en fin de saison sportive, je dirais même en fin de carrière, car le retour au sport après une reconstruction dépasse généralement 12 mois dans la littérature. Toutefois, lorsque l'instabilité est majeure, il est indispensable de reconstruire le ligament chez les athlètes à forte demande, atteints d'instabilité médiale chronique. La reconstruction ouverte du ligament collatéral médial avec une autogreffe du sommet tendineux est alors obligatoire. Pour ma part, je les réalise par voie mini-invasive avec 3 incisions de 2 cm, au travers desquelles je reconstruis le faisceau antérieur du ligament collatéral médial sur un coude fléchi à 50 degrés et le faisceau postérieur sur un coude fléchi à 60 degrés. J'y associe quasi systématiquement une neurolyse du nerf ulnaire avec transposition de ce dernier. Et ce qui est très important, c'est qu'en post-opératoire, je n'immobilise jamais mes patients. Je les rééduque immédiatement avec une mobilisation immédiate active et je démarre le renforcement musculaire du fléchisseur ulnaire du carpe dès J15. Il faut savoir que chez les patients atteints d'instabilité médiale du coude, ces patients peuvent aussi bénéficier d'une arthroscopie de coude.
Pourquoi? Parce que chez les patients sportifs, l'arthroscopie va permettre de diagnostiquer les instabilités médiales, qu'on a du mal à mettre en évidence, parfois à l'IRM, à l'arthroscanner, voire même à l'examen clinique où il persiste un doute. Et surtout, l'arthroscopie va permettre le traitement des conflits postéromédiaux rencontrés dans le cadre des syndromes d'overload extension valgus. Alors, le moment de l'arthroscopie, il est crucial chez les athlètes avec une instabilité médiale chronique parce que une baisse de performance peut parfois être liée à un syndrome de overload extension valgus plutôt qu'à une véritable instabilité médiale. En gros, il a une instabilité médiale chronique mais qui le gêne très peu. Par contre, il a un syndrome d'overload extension valgus qui, lui, le gêne beaucoup. Donc, l'arthroscopie peut être très bénéfique, même en cours de saison à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on réalise un débridement arthroscopique rapide de l'olecrâne avec l'ablation des corps étrangers, la résection de l'ostéophyte, et ça peut permettre d'excellents résultats à très court terme avec un retour au sport très précoce. Toutefois, seule la résection des ostéophytes en conflit doit être réalisée à ce moment-là. Une résection excessive de la pointe de l'olecrâne pourrait augmenter les contraintes sur la portion antérieure du ligament collatéral médial et donc aggraver cette instabilité chronique que vous n'avez pas traitée initialement. Dans de nombreux cas, les déchirures du ligament collatéral médial peuvent être traitées ultérieurement, car le simple débridement va procurer donc le soulagement suffisant pour un retour à la compétition, et c'est la seule chose qui importe à un certain moment de la carrière ou du calendrier. Et chez ces patients, on va d'abord traiter les symptômes et on verra plus tard pour la cause. Cette cause, elle sera traitée lorsque le calendrier des compétitions le permet ou lorsque la carrière le permet. Donc pour conclure, l'instabilité du coude est souvent une combinaison de plusieurs lésions intriquées les unes dans les autres. Et il faudra donc parfaitement maîtriser l'anatomie ainsi que les principes biomécaniques fondamentaux de la stabilité du coude pour savoir proposer à nos patients le traitement le plus adapté qui va stabiliser leur coude efficacement, tout en leur permettant un retour rapide à la compétition. Je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez retrouver cette présentation sur notre chaîne YouTube d'enseignement Ortho Livestream. Merci.